On dit bonjour. Bonjour. Ensuite, Ah oui, ouais, oui, bonjour. Point sur l'univers. Point sur l'univers. On donne l'avis général. Après, on blablate. Conclusion. Voilà. Très bien, excellent. Voilà, organisé, toujours, nous sommes très organisés. Bien le bonjour à tous et bienvenue pour cette petite avis de Pignouf avec nos experts Witcher habituels, moins Eldar, donc GIGN et le chroniqueur. Bien le bonjour. Hello. bien, bonjour. Donc pas Eldar, puisque Eldar, lui, se bat les couilles des films d'animation, tout simplement. Voilà. je reprends ses propos. Voilà. Voilà. Donc The Witcher, le cauchemar du loup, film d'animation Netflix qui est officiellement dans la continuité de l'univers de la série The Witcher Netflix. Qu'est-ce qui s'y passe de beau dans ce film? On voit la chute de Kaer Morhen et tout simplement la disparition entre guillemets ou l'éradication des sorceleurs, et on le voit du point de vue de Vesemir qui est du coup le grand maître des Witcher, des sorceleurs du temps de Geralt. Bon résumé, mauvais résumé, correct résumé? Non, ça me paraît... Si tu le dis. Voilà, si je le dis. Voilà. Comme d'habitude, on fait un résumé. Donc, premier point, alors, on va le faire très très vite, puisqu'on l'a déjà fait 3 fois déjà. Que connaissez-vous de l'univers de The Witcher quand vous avez vu ce film? GIGN, vas-y. Et bah, moi de mon côté, j'ai fait tous les jeux. Du coup, regardez les séries précédentes. Et lu les premiers livres. Les 2 premiers, je crois. Il faudrait que je me replonge dedans de ces 4. Mais du coup, surtout jeux vidéo. Et bah, maintenant c'est bon. Et accessoirement, tu as vu aussi la série Netflix. Ah non, moi je l'ai pas vu. Ah ouais? Ah c'est vrai? Merde, mais c'était qui alors dans les précédentes vidéos? Non, mais si, c'est moi. Ah non, mais moi j'enfonçais de plus le truc. Oui. Et toi, chroniqueur, du coup? Moi je n'ai toujours pas lu les livres, je n'ai toujours pas joué au jeu, et par contre aussi j'ai vu les 3 saisons de la série sur Gérald et Ciri. Hein, j'ai pas vu. C'est toujours avec un T, Gérald. À chaque fois tu dis Gérald. Écoute, moi je dis Yann Solo. Chic Tabac et le Millennium Condor. C'est ça, c'est Voilà. ça. Donc, c'est un univers que je ne connais pas beaucoup, toujours pas, mais que j'ai du coup un peu découvert avec la série. Donc, je me base plus sur ce qu'il dit sur la série. Et puis voilà. Donc, fondamentalement, t'as juste la continuité du film, quoi, quelque part. Oui. Tiens, essaye si tu peux te rebaisser un tout petit peu ta caméra, t'as ton menton qui coule dans le... Voilà. Très bien. Et puis pour ma part, du coup, pareil, non, pas pareil, du coup je n'ai pas joué au jeu, je n'ai joué à aucun jeu. J'ai lu les livres, mais il y a longtemps, donc j'en ai un souvenir vague, et j'ai vu évidemment la série, voilà. Qu'attendiez-vous de ce film, du coup? Globalement, pas tant de choses que ça. Découvrir un petit peu le passé du coup du sorceleur. Putain, j'ai oublié son nom, bordel. Vesemir, merci. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Personnage principal. Non, de découvrir un petit peu le passé de Vesemir, parce que c'est un personnage qu'on voit beaucoup apparaître dans les jeux, qui apparaît comme un mentor pour Geralt, Eskel, Lambert, mais en même temps, dont on connaît pas grand chose. Voire rien du tout, au travers des jeux, ou même actuellement de la série, ou un petit peu des livres, les premiers en tout cas, on a aucune info sur Vesemir. Toi, chroniqueur. On sait pas ce qu'il a fait avant, on sait pas ce qu'il est devenu. Moi j'attendais pas grand chose puisque de base j'avais pas prévu de le voir. Voilà, c'est plus on va dire l'occasion qui s'est présentée qu'autre chose, puisque voilà, c'est pas encore une fois un univers que je connais, puis je suis pas non plus un grand consommateur, on va dire, d'animé. On en reparlera. D'ailleurs, petite parenthèse, du coup, pourtant, GIGN, c'est bien toi qui apparaît sur les 2 vidéos du Witcher.
Parce que tu renfonces encore plus là où que j'enfonçais. Mais lui, il était vraiment pas sûr. Mais oui, ça vient moi. Vous êtes sûr, hein, parce qu'on peut vérifier, on peut retourner vérifier si vous voulez. On va faire une Je pense que tu pourrais mettre la petite vignette aussi dans un coin pour prouver Après, en même temps que... l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je peux très bien avoir fait 2 avis sans jamais avoir vu les épisodes. Oh, Ça, le retournement de situation. Bref, moi qu'est-ce que j'attendais En fait, j'en attendais pas grand chose non plus, puisque bah, ça a été annoncé un petit peu comme ça. Genre, je trouve qu'il y avait un côté ah, vas-y, on voit que ça marche bien, c'est un peu notre série phare du moment, on exploite le filon à fond, tu vois. Bah, un peu comme ils avaient fait avec Blue d'origine finalement. c'est clairement ça. Et du coup, j'en attendais pas grand chose, mais en même temps, petite curiosité de voir ce qu'ils allaient en faire, comment ils allaient gérer ça, est-ce que finalement ils allaient bien étendre leur univers ou pas. Ce qui nous amène donc à qu'avez-vous pensé globalement de ce film? Vas-y, Bah, je commence. Hein. Globalement, j'ai apprécié. L'animation était très agréable. On se laisse un petit peu porter par l'histoire du one shot. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont gêné. En fait, il y a plein de petits détails qui m'ont gêné. C'est sympa, mais j'ai pas trouvé ça bon. Voilà, il y a plein de petites choses qui viennent coincer. Et du coup, c'est dommage, ça entache un petit peu, l'ensemble. Ça reste sympa à regarder, mais pris à part. Voilà, c'est indépendamment de l'univers, c'était pas mal. L'animation est cool. Et le problème, c'est l'univers, quoi. C'est le problème. Voilà. Au niveau de l'univers, bon, bref, on en reparlera un petit peu. Oui. Chroniqueur. Alors, moi, enfin, ça se laisse voir, le scénario, il est bien, on va dire. Par contre, d'un point de vue univers, j'ai quelques questions, parce que il y a des choses qui m'ont semblé contradictoires, notamment avec ce qui est dit dans la série. Et puis, par contre, en termes d'animation, personnellement, je trouvais que ça ne collait pas avec l'univers du Witcher présenté. Après, bon, ça, c'est... peut-être juste un... Il y a un côté goût et couleur aussi, forcément, mais... Oui. Voilà. Mais bon, on pourra peut-être en reparler plus en détail, mais... Voilà, absolument. Bah écoutez, c'est bien, on va avoir un avis pareil, homogène, mais pas pour les mêmes raisons, je pense. Parce que du coup, bah, pareil, j'ai bien aimé, comment dire... Je trouve ça plutôt sympathique, mais avec des réserves, effectivement, sur ce qu'est l'univers. Il y a beaucoup de pointes en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Bon... Et je suis assez d'accord pour dire que l'animation, ça colle pas, ce style d'animation ne colle pas forcément à ce qu'on voit. Et ouais, mais du coup, je trouve ça cocasse que, comment dire, on ait 3 aperçus de l'univers différents, et quand même on ait 3 points d'univers à critiquer, tu vois. Ah, et en même temps, c'est un one shot sur 1h30, je crois. Ouais, il est assez court, ouais. Sur 1h30. Donc forcément, voilà, tu peux pas faire non plus trop d'incohérences à tant d'endroits différents. Donc, ouais, en fait, c'est le fait que les incohérences soient condensées, on les voit plus facilement, je trouve, effectivement. C'est ça. Un point positif d'abord, pour commencer, écoutez, une fois les coutumes, je trouve que l'histoire, de manière générale, effectivement, comme c'est court, donc 1h30, et que c'est une histoire à peu près originale, bah, ils avaient un champ semi-libre pour travailler un peu ce qu'ils voulaient, puisque c'est pas tant abordé que ça dans les bouquins, ni a priori dans les jeux. Donc je trouve que ça se tient bien, ça se laisse suivre, et je trouve qu'un des gros points forts du film, c'est que ça va directement à l'essentiel. Il n'y a pas trop de perte de temps, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ouais. Non, là pour le coup, je te rejoins pas mal. Ce que j'ai beaucoup apprécié moi aussi, c'est alors pour le coup, le traitement de Vesemir. Même si il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé, je trouve pour le coup que le personnage de Vesemir, même s'il contraste énormément avec ce qu'on en connaît dans les jeux et dans l'univers, on voit plus ou moins son évolution, où il passe d'un personnage très libre qui profite énormément de la vie à du coup des phases plus sombres qui peuvent expliquer le fait qu'il devienne plus paternel peut-être avec Posé, Gérald, ouais. Plus posé, plus sage, etc. Un petit peu en mode je sage pour le coup
et plein de connaissances et de savoir, ça s'explique. Et j'aime bien un petit peu ce contraste qui vient casser avec la vision du Vézémir vieux qu'on peut avoir. J'ai trouvé ça cool. Ça, pour le coup, j'ai bien aimé le traitement sur le personnage en lui-même de Vézémir. Toi, chroniqueur, l'histoire, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, bah du coup, Vicémir, en plus, enfin, moi je le connaissais que par la série, parce que j'ai toujours pas lu les bouquins. Donc, enfin, c'est intéressant. Puis en plus, il y a plusieurs moments où il a des flashbacks, où on comprend aussi l'émotion et qui permettent aussi de voir donc à quoi ressemblaient, on va dire, les sorceleurs avant la série. À l'époque, enfin, je sais pas si on peut parler d'âge d'or, mais où ils sont quand même plus présents et Ouais, et beaucoup plus nombreux. Oui, puis l'histoire en plus est différente de celle dans la série. Hein, c'est pas. Si j'ai bien compris, il y a toujours ces histoires de sphères avec des monstres qui apparaissent, mais on n'est pas encore comme dans. Ah, d'accord. Je sais pas. Ah non, c'est trop tôt. Non, mais vas-y, développe. Non, enfin, voilà, il y a des monstres, mais on sent que c'est pas aussi critique et c'est pas au cœur des événements comme dans la série avec Géralt. Donc, enfin, ça évite un copier-coller de situation, quoi. Donc, c'est pas. Ça, c'est vrai, oui. C'est pas les mêmes intrigues, c'est pas les mêmes personnages, et c'est un scénario différent sur ça, ouais, moi j'ai bien aimé. Alors, moi je vais rebondir sur deux choses que vous avez dites. Ce que tu disais, toi, GIGN, par rapport à Vézémir. Pour le coup, le contraste entre le Vézémir vieux et le Vézémir jeune, je trouve beaucoup trop prononcé. Je trouve que là, Vézémir, il y a un côté. Presque un côté Deadpool. On parlait de Deadpool en interlude juste avant. Presque un côté Deadpool dans la manière de. Vas-y, je parle trop et je veux un peu trop forcer le fait d'avoir l'air stylé, tu vois. Genre, je m'en bats un peu les couilles de ce qui se passe, tu vois. Autant il est jeune, il profite, et j'ai bien aimé ton expression pour le coup l'âge d'or des sorceleurs, parce que effectivement je pense que l'époque qui est présentée c'est l'âge d'or des sorceleurs. Mais je pense pas, je pense que c'est son déclin justement. Alors, c'est oui, non, pour le coup oui, c'est le déclin, mais c'est-à-dire qu'au moment où il y est, pour lui c'est encore l'âge d'or. Nous on voit le déclin, mais au moment où ils y sont, c'est encore l'âge d'or, dans le sens où à son niveau, pour pas du coup parler des niveaux plus au-dessus qui gèrent les sorceleurs à plus haut niveau, mais à son niveau, bah il y a des monstres, il se fait de la thune et il peut profiter. Alors oui, mais justement, ce qui va me permettre de rebondir en même temps sur ce que disait le chroniqueur, je trouve justement que en fait, tu disais, chroniqueur, que on est plus sur la même présence de monstres, et effectivement, c'est tout le centre narratif de la série, qu'il y a de moins en moins de monstres, et du coup, les sorceleurs arrivent à se faire de moins en moins d'argent. Et je pense justement qu'on est même pas sur la fin, on est sur un âge d'or passé, tu vois. Parce que un âge d'or des sorceleurs, ça aurait justement été une époque où il y avait plein de monstres tout le temps, et qu'ils avaient tout le temps du boulot. Ce qui est plus leur cas là actuellement, et ils sont en déj de retrouver du boulot. C'est là où ça contraste, que effectivement, bah, c'est ce qu'on voit quand il revient à Kaer Morhen, où lui il revient avec énormément de thunes et les autres ils ont plus rien. Du coup, je suis d'accord sur ce point de vue, c'est le déclin, mais pas pour Vézémir. Oui, spécifiquement lui, oui, d'accord. Lui, il s'en sort encore, donc il a aucune raison de pas profiter à fond. Tu vois ce que je veux dire? Il a de la thune, il peut se payer plein de trucs, et il est suffisamment bon pour s'en sortir de toutes les situations. Ou du moins, c'est ce qu'il a l'impression. Donc c'est en ce sens-là où je trouve que, bah, entre guillemets, son caractère, je profite, est pas si absurde. Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, c'est vraiment le côté un petit peu trop. Je veux avoir l'air cool, tu vois. Je veux avoir l'air stylé. Oui. Mais après, c'est aussi induit au format, vu que c'est un film d'1h30, donc c'est assez court, donc il faut caractériser assez vite les personnages, je pense. C'est ça. Voilà. Non, vous avez d'autres choses à ajouter sur l'histoire? L'histoire, non, on va revenir sur les incohérences plus tard. Oui, on va. Avant de revenir sur les incohérences, on a déjà un peu parlé. J'aimerais pas faire un petit passage sur l'animation. Parce que moi, l'animation me dérange beaucoup dans la mesure où, en fait, c'est le style d'animation Netflix que je trouve qu'ils réutilisent pour absolument toutes leurs séries, tout le temps.
ce qui fait qu'elles n'ont pas d'identité, elles n'ont pas d'âme. Et en plus, ça se voit que c'est un style d'animation pauvre, enfin pas cher, qui est vite fait. Ils l'ont utilisé pour la série Castlevania, pour la série Tomb Raider qui est sortie il y a pas longtemps, pour la série Blood of Zeus. Le sang de Zeus, je vais prononcer en français, comme ça ce sera mieux prononcé. Et je trouve que c'est pauvre et facile, c'est sans identité. Et je trouve en plus que l'animation est un peu trop grandiloquente par rapport à ce que. Il y a un petit côté presque animation japonaise à certains moments, quand il lance des sorts. Dans la série The Witcher avec Henry Cavill, quand il lance des sorts, c'est genre des petits effets spéciaux, des petites barrières. Là, c'est des gros Kamehameha façon Dragon Ball, tu vois. Oui. Je suis mitigé dans le sens où, pour le coup, entre les effets spéciaux, pour moi, c'est pas la même approche entre la série animée et la série que The Witcher ou l'Origins. Et du coup, ça m'a pas tant dérangé. Je trouve que il y a quand même des choses qui sont intéressantes, notamment dans la partie combat. Je suis d'accord que par contre pour les sorts, enfin pour les signes, c'est trop. Dans le sens où un signe c'est censé être de la magie, mais atténué. Et donc là ça fait trop puissant. Notamment sur certains combats où t'as l'impression que sa magie elle est infiniment plus puissante que ce qu'elle devrait. Pour autant, je trouve les combats à l'épée très agréables parce que ça donne une fluidité et je trouve que ça retransmet bien la puissance et la vitesse des sorceleurs comparée à des humains normaux. Ça c'est pas faux, oui pour le coup je suis d'accord. Du coup je te rejoins sur le point de la magie où c'est exagéré. Pour autant, j'ai beaucoup aimé la fluidité de l'animation dans les combats à l'épée. Je les ai trouvés très agréables et très beaux pour le coup à suivre. Toi chroniqueur qui a relevé aussi le point d'animation. Ouais, bah parce que, enfin, moi c'est pas sur la qualité fin d'animation ou ça. Enfin bon, je suis pas assez expert, puis bon, je m'en fiche un peu. Par contre, c'est sur, enfin le type d'animation. Au contraire, moi je trouve que les combats à l'épée, des combats qui sont assez aériens, enfin acrobatiques, ce genre de choses. Je trouve que ça correspond pas à l'univers que j'ai découvert dans la série avec des vrais acteurs. Puis, enfin, forcément, ils peuvent pas non plus faire ça avec des vrais acteurs parce que c'est ardu par l'animation, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais regarde, tu peux avoir des combats acrobatiques, par exemple, dans les Star Wars, qui restent, on va dire, réalistes. Et puis dans la série The Clone Wars, par exemple, où il y a beaucoup plus d'acrobatie, c'est beaucoup moins choquant. Parce que, on va dire, ça fait partie de l'univers. Là, c'est vraiment, il virevolte un peu partout en renvoyant des flèches. Il y a un côté, animation japonaise un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais justement, moi je trouve que ça ne correspondait pas à l'univers slave, enfin du Witcher. Et puis même, en termes de réalisme des combats, justement, je trouvais que c'était un peu comme ce que j'avais pas trop aimé dans la deuxième saison de Vox Machina. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est marrant, tu avais fait un reproche similaire sur la saison 2 de Vox Machina, que vous n'avez pas encore vu sortir en vidéo. Elle est toujours pas sortie. Non, mais j'attends la saison 3 qui sort en octobre. Ah, c'est en octobre? C'est pas en décembre? Non, c'est en fin d'année. En fin d'année. Mais ouais, t'avais fait un reproche similaire, donc ouais, bah c'est... Oui, mais après, bon, ça c'est peut-être des goûts et des couleurs, mais moi, Oui, non, mais je comprends, c'est vrai que quand t'as pas l'habitude et le code de l'animation, c'est vrai que tu peux avoir des difficultés à rentrer dedans. Alors, oui, mais c'est surtout qu'il y a un contraste aussi par rapport à ce que... on passe d'une série avec des vrais acteurs où on est des combats avec du style, mais on va dire un peu plus réaliste. Les mouvements ont l'air réalistes, on va dire, dans l'univers, parce que bon, encore une fois, ils sont un peu surdopés à la magie et autres. Et Vox Machina, c'est pareil. On avait un style dans la saison 1 qui a changé dans la saison 2, et du coup, il y a un contraste qui est un peu saisissant et qui, moi, j'aime pas trop ce changement-là. Un espèce de problème de continuité visuelle, selon toi, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, on va voir si t'as la même... Du coup, je m'attends parce que t'as la même critique sur le film La Guerre des Rurines qui va sortir, qui lui aussi est en animation.
Bah, alors, si c'est pareil, ça va faire aussi un énorme contraste avec ce qu'on connaît du Peter Jackson ou. Oui, bah, on verra bien si t'en dit la même chose du coup. Mais ouais, C'est octobre lui qui sort aussi? non, lui décembre pour le coup. Décembre. Ah, bah, c'est peut-être ça. Ok. Oui, mais du coup, je poursuis sur ce que je disais. J'ai aussi noté un problème de continuité visuelle, pour le coup, strictement dans la série. Dans la mesure où ça va être le même univers, c'est censé être canon dans l'ordre. Il y a des problèmes de continuité visuelle sur les monstres notamment. Bon, encore les léchis ça va, mais les basiliques. on voit des basiliques à la fin de la saison 2 qui ressemblent plus ou moins à des dinosaures avec des têtes de serpents. Là, c'est vraiment juste des serpents volants, les basiliques, dans ce film. Ce qui est il y a un gros contraste. Et j'ai noté aussi sur les médaillons des Witcher, pour le coup. Là, dans la série, dans le film, pardon, ils sont absolument tous identiques. Justement, dans la série, ils montrent une identité de médaillon par Witcher, par sorceleur. Oui. Ah, j'avoue, j'avais pas fait gaffe que tous les médaillons étaient identiques. Là, on le voit notamment sur la scène de l'arbre à médaillons où il repose les. Mais alors après entre guillemets le point sur les monstres, si je dis pas de bêtises, ils m'ont rappelé les monstres qu'on a fin de la saison 2, je crois, dans la série Ouais. Witcher, fin de la saison 3. Où pareil, on a beaucoup de monstres qui apparaissent, ils m'ont fait un peu penser à ça. Oui, mais c'est Et, ça, c'est les basiliques, ouais. Parce que c'est ceux que Ciri qui est possédé par. Ouais, c'est ça, fait apparaître. Ouais, mais Ensuite, ce sont des basiliques, ouais. Ouais, là, il y a l'autre point, c'est que c'est aussi des monstres modifiés. Oui, certes. Du coup, voilà. Bon, sur ce point-là, moi, pour le coup, j'ai passé en me disant, ils ont fait des expériences pour modifier les monstres. Voilà. Ouais, en fait, ton cerveau a comblé le trou qu'il y avait entre deux continuités, quoi. Bah, c'est-à-dire que, disons que même si c'est pas l'explication la plus agréable du monde, ça reste une explication qui colle avec l'univers qui est mis en place. Il modifie des monstres, du coup il se retrouve. Et tu le vois bien à quelques endroits où, je crois même qu'il le dit, certains monstres qui sont plus vulnérables à ce qu'ils font d'habitude. Oui. Tu vois, ou des monstres qui sont plus de résistants, la même manière, ouais. parce que, voilà, qui sont plus résistants, qui n'ont pas exactement les mêmes apparences ou pas les mêmes comportements. Ouais. À mon sens, Ok. voilà. C'est comme ça pour moi que je l'ai expliqué, c'est pas clairement dit, je sais pas si c'est la vraie explication, mais pour moi ça vient d'une nouvelle mutation. Ok, bah écoutez, on va pouvoir passer du coup sur le fameux point très attendu. On a parlé des incohérences visuelles, parlons des incohérences de l'univers. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Moi, je pense qu'on a pas mal de points à aborder. Moi, il y a déjà Je- un truc que j'ai pas compris, c'est dans la série, ils expliquent. Alors, Kaer Morhen s'est fait attaquer, donc là, c'est ce qu'on voit dans ce film-là. Le fameux passage du sac de Kaer Morhen qui est assez Voilà, mais ils te disent que du coup, la forteresse, c'est devenu un truc caché. Enfin, il y a que les sorceleurs et 2-3 personnes qui connaissent leur emplacement. Alors, effectivement, pour moi, ce que c'est j'ai pas compris, c'est que un gros point d'étrangeté, c'est qu'on passe effectivement d'une Kaer Morhen qui est visiblement connue par tous, tout le monde sait où c'est, à une Kaer Morhen qui est cachée. Alors la Kaer Morhen cachée, pour le coup, c'est l'univers des livres, effectivement, mais il y a un problème de continuité. Ils l'ont détruit, puis ils ont oublié où ça existait. C'est quoi, on a oublié où était Carthage? surtout que j'ai l'impression que je sais plus dans quel royaume ils sont, mais le roi il dit voilà, enfin, Kaer Morhen c'est un peu sur mes terres, je les autorise, et du coup, enfin, c'est on va dire c'est son armée qui va là-bas, mais le royaume il est pas détruit pour autant, donc a priori, Oui, enfin, voilà. Oui, non, mais Donc, là, c'est un problème de continuité majeur, effectivement, je trouve. Toi, t'as quelque chose à en dire? Bah, c'est pas moi dans ce point-là qui m'a dérangé, c'est plutôt le siège en lui-même qui pour moi se passe. J'ai pas l'impression qu'il se passe au bon moment. Ah oui. Effectivement, je me souviens plus trop si c'est abordé ou pas dans les livres, mais exactement Je sais qui a plus quel si ça l'est dans les livres. Je vais plus tenter de dire que oui, parce que en tout cas, moi, la référence que j'ai, c'est le premier jeu. Et on pourra dire beaucoup de choses du premier jeu, mais de mémoire, il est quand même très à cheval sur les livres. Notamment parce que il y a pas mal de scènes, je crois 2 ou 3 scènes que tu vois en cinématique ou que tu fais en jeu,
qui sont littéralement des passages du livre. C'est-à-dire que quand j'ai fait la scène, je voyais le livre. Notamment la scène d'introduction avec... Manticore, non? Non, c'était pas la Manticore, c'était la... Ah, j'ai oublié. La nana qui est transformée. Ah, j'allais dire la strige, non. Oui, c'est ça. Si, C'est la la strige. strige. C'est avec la strige dans le château. Et voilà, et ben, cette scène d'introduction, quand on lit le livre, on voit l'intro. Et du coup, je me base plutôt sur le fait que le premier jeu respecte le livre. Et l'attaque de Kaer Morhen, bah, Gérald, il y participe, quoi. Et c'est même, justement, un des points... Alors, je sais pas si ensuite c'est pour la continuité, mais c'est ce qui fait qu'il perd la mémoire. Parce que justement, pendant l'attaque, il se fait planter par un paysan qui attaque justement Kaer Morhen, et c'est cette blessure grave qui va faire qu'il perd la mémoire, et il se retrouve dans un cloître dont une nonne, je crois, ou une religieuse prend soin de lui. Oui, eh ben, c'est le fameux cloître qu'on voit dans la saison 2 de... Merde, j'ai oublié le nom, c'est un nom connu. Oui, j'ai on en pris parle le dans nom, et voilà, et il y a tout un passage, je crois que c'est dans le premier livre, qui en fait raconte son rétablissement, le fait qu'il a perdu la mémoire, qu'il se souvient de Yennefer sans savoir qui c'est, qu'il a oublié Triss, etc. C'est justement tout ce passage-là qui est raconté. Et donc du coup, c'est pas le bon moment l'attaque de Kaer Morhen du coup. Parce que là, Gérald, il a 3 ans, il est chaud. Déjà, pourquoi? Je n'ai pas compris. Le personnage, c'était pourquoi? Donc voilà, c'est tout ça qui m'a gêné. Sinon, bon, après, sur la partie de lab pour faire des trucs mutants, etc., bon, c'est pas évoqué, je crois, dans les livres. Mais en même temps, ça m'a pas tant dérangé. C'est plutôt la position et le principe de l'attaque avec un monstre mutant qui se rebelle en emmenant tous les villageois avec lui, qui fait apparaître des portails pour ramener tous les... On est d'accord qu'il y a une alliance absolument contre nature, quelle que soit la manière dont on le prend, entre les humains paysans villageois et les putains de monstres qui débarquent. Ouais, les monstres. Alors que les humains sont plutôt côté je bute tout ce qui bouge, que ce soit un nain, un elfe ou machin, et je me barre quand c'est un monstre. Là, quand t'as un monstre énorme qui t'arrive sur la gueule, t'es un paysan, tu te barres, normalement c'est tout. Là, on s'associe à un elfe monstre et surtout les monstres qui... Alors, je veux bien que les monstres soient contrôlés par... J'ai plus son nom d'ailleurs. Ouais, la sorcière là, ça. oui. Par Hitsu, je veux bien qu'il soit contrôlé. Mais bon, quand même, faut pas déconner. Donc, voilà. En fait, globalement, tout va bien jusqu'à l'attaque. Et là, il y a plus rien qui va. Bref, du coup, voilà, entre l'incohérence pour moi temporelle de l'attaque, et du coup, alors, de mémoire, pour expliquer aussi la disparition de Kaer Morhen, je crois que c'est surtout en fait que post-attaque, pour les gens, Kaer Morhen avait juste été détruit. Les sorceleurs ayant une durée de vie un peu plus longue que les humains, ils l'ont fait perdurer. Et ils en parlent plus, c'est-à-dire qu'ils se regroupaient à Kaer Morhen beaucoup moins souvent, il n'y avait plus aucun passage, plus aucune caravane vers Kaer Morhen, donc elle est tombée dans l'oubli, dans le sens où, pour les gens, c'était des ruines, il n'y avait plus rien. Ouais, c'est vrai que, oui. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris dans la lecture des livres et un petit peu la mise en place dans les jeux, c'est que Kaer Morhen tombe dans l'oubli plus qu'elle disparaît. Après il faut dire qu'il y a 100 piges de décalage entre oui. Un truc comme ça. Oui, c'est tout le fait que les sorceleurs vivent plus longtemps, donc les gens ont oublié Kaer Morhen, et Kaer Morhen est moins mis en avant, alors qu'avant c'était quelque chose de connu, tu voulais trouver des sorceleurs, tu pouvais aller à l'école de Kaer Morhen. Après, l'école ayant disparu... Pour en faire un compliment, si je puis dire, c'est que j'aime bien la transition, j'aime bien le contraste qu'il y a entre le Kaer Morhen de ce film-là et le Kaer Morhen qu'on voit dans la série, c'est-à-dire que là, Kaer Morhen, pour le coup, c'est vivant. On sent qu'il y a du passage, on sent qu'il y a du monde. Ah oui, non, mais la mise en scène de Kaer Morhen est incroyable, par contre. Il y a un vrai contraste entre avant la destruction du labo et des herbes, et après la destruction. Ça, c'est très cool. Ouais, du coup, il y a 100 ans entre le film et la série. Je dis ça un peu au pif, mais il y a une grande quantité de temps, il y a facilement 2-3 générations, quoi. Et tu disais que à cette époque-là, ils connaissaient déjà Yennefer et Triss. Alors,
Non, dans la série, non. Mais parce que l'attaque de Kaer Morhen se passe pas exactement au même moment. Et les mages vivent longtemps aussi. Ouais, concrètement, Ok. concrètement normalement, l'attaque de Kaer Morhen, il y a plus ou moins que les sorceleurs, les mages et les elfes qui s'en souviennent, quoi. Ce qui fait quand même beaucoup de monde, mais... Il fait beaucoup. Mais globalement, les humains, alors peut-être pas 3-4 générations, mais il y a eu au moins 2-3 générations, ce qui a laissé le temps pour que les gens oublient. D'ailleurs, petit aparté, les elfes, c'est toujours des grosses victimes, hein, mais c'est... Non. Tout le temps, mais c'est important, faut garder la continuité là-dessus, c'est très bien. Ah ouais, non, mais parce que bon, tu vois, même Philamandrel, Filament gel, ouais, mais c'est vraiment comme ça maintenant. enfin, qui avait l'air un peu quand même, enfin, d'en imposer dans la série, enfin, il fait vraiment grosse victime et il me dit putain, il y a rien qui a changé entre temps, quoi. Enfin, Est-ce que tu veux qu'on rappelle la mort de Filavandrel dans la série? Ah quoi, ils ont pas encore vu ça non plus, là, ils ont pas encore vu notre critique de la saison 3. Ils ont rien vu, ils ont rien. J'ai jamais remarqué qui sort. D'ailleurs, c'est du pas coup, faute de le dire, un elfe, tu tapes dedans, ça vole, hein. Enfin, note pour l'animation, ça sera le même studio pour le Chant des Sirènes, je crois. Oui, le Chant des Sirènes, qui, pour le coup, cette critique-ci que vous, spectateurs, vous voyez en ce moment, sort le jour où sort le Chant des Sirènes. Waouh! Waouh, ouais, t'as vu? Professionnel, toujours. techniquement, nous serons le... Je sais plus, j'ai oublié. J'ai mis une petite alarme dans mon... Non, oui. Aucune idée, mais vous pourrez dire si c'est pas vrai encore. Voilà, exactement. Voilà. Pour continuer, un dernier point d'incohérence, parce qu'on a souligné les incohérences visuelles, les incohérences par rapport à l'univers des livres, etc., et des jeux. Je trouve qu'il y a aussi une incohérence dans la continuité de leur propre univers à eux, Netflix. C'est-à-dire que il existe une série qui est un peu passée à la trappe pour tout un tas de raisons, qui s'appelle Blood Origin. Il y a un gros problème de continuité entre les deux, puisque dans Blood Origin, on nous explique que les monstres viennent donc d'autres sphères, viennent d'autres plans. Oui. Là, on nous explique de manière extrêmement claire, indépendamment même des mutations qu'on voit au sein de la narration de ce film-là, on nous explique de manière extrêmement claire que ce sont les magiciens qui ont créé les monstres à la base. Pas exactement. C'est les magiciens qui ont du coup utilisé des composants des monstres d'origine pour en faire d'autres. Ça, pour le coup, pour moi, c'est pas un point d'incohérence. Et c'est déjà l'existence, c'est les herbes et les trucs comme ça étaient faits par une équipe de magiciens. Et sans les magiciens, les sorceleurs étaient incapables de produire les herbes ou de faire le processus. Du coup. Ouais, d'accord. C'est les magiciens qui faisaient les préparations et les potions pour l'épreuve des herbes. Et du coup, là, c'est des magiciens qui, à partir de d'autres monstres primaires ou primordiaux, Primitif, ouais, je crois. en créent d'autres. Voilà. Primitif, c'est... Oui, non, mais ça d'accord, c'est dans le scénario de la série, qu'effectivement, ils font des monstres mutants pour les améliorer, etc., pour qu'ils existent toujours. Ouais. Mais il me semble que dans ce film-là, il nous explique que même à la base, les monstres étaient déjà de base une création des magiciens. Ah, ça me dit rien. En tout cas, ça m'a pas... Enfin, j'ai compris ça comme ça, en tout cas, moi. Et... mon Oui, cerveau non, l'a je crois que pas pour les sorceleurs, ils disent qu'ils ont créé des monstres pour affronter d'autres monstres. Enfin, il y a cette phrase qui est utilisée à 2 reprises. Oui, mais ça sont les sorceleurs qui ont effectivement été créés par les magiciens. Mais du coup, Ouais, mais je crois que c'est ça où ils disent que c'est les c'est magiciens. la magicienne méchante du film, celle qui attaque Kaer Morhen, là, qui avec son arc et ses flèches, qui utilise la magie du feu aussi au passage. Voilà. Qui explique que comment dire, c'est une espèce de cercle vicieux infini où les magiciens ont créé des monstres, puis après ils ont créé des sorceleurs pour combattre les monstres, puis après ils remodifient les monstres pour... Indirectement, c'est les magiciens qui ont créé les monstres en ouvrant les sphères, que si je dis pas de bêtises, c'est les magiciens qui ont déclenché Ouais. la conjonction. Oui, c'est Voilà, donc en ce sens-là, c'est à cause des magiciens qu'il y a eu des monstres. Alors oui, c'est bancal. Mais on en revient à ce que tu disais par rapport à l'évolution de... Bah, c'est une explication qui est qu'à moitié satisfaisante, quoi. Voilà, c'est bon. C'est bancal un peu partout. Alors après, à la défense du film, il est sorti avant la série Blood d'origine. C'est vrai. Ah, Ça n'excuse rien du tout. Bah,
S'il y a une incohérence, du coup, c'est plus la faute de Blood Origin que de ce film-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et en même temps, Blood Origin, pour le coup, sur la création des trucs, est plutôt cohérent. Ouais, oui. Bah, on vous renvoie à notre critique de Blood Origin. Je dis beaucoup de choses sur le sujet. Si elle est sortie, on sait pas. Si, elle est sortie celle-là, c'est vrai. Elle est sortie. Calmons-nous. Ouais, Non, mais voilà, du coup... Ouais, vas-y, Chronique. Bah, Faut vas-y. retenir, c'est toujours la faute des elfes ou des magiciens. Voilà, c'est vrai. Comme quoi, voilà. Alors, les elfes magiciens, Alors là... là... non, Non, mais globalement, effectivement, pour conclure, la série en elle-même est cool. C'est-à-dire, elle est sympa à regarder, qu'on aime ou non l'animation. Par contre, il y a énormément de petites incohérences, de petites choses à droite à gauche qui rendent l'ensemble de l'expérience bancale. voilà. D'ailleurs, question d'univers, c'est il y a un sorceleur nain, c'est possible ça? Il y a un sens, j'ai même pas fait gaffe. Oui. Ah, Il y a- Sven. Oui, celui qui a une espèce de hache bras. En fait, devient sorceleur une personne qui a subi l'épreuve des herbes. Ouais, mais je crois Donc pas en soi, Mais il alors, n'y a pas tant de... Bah parce que sinon, enfin, des elfes aussi pourraient du coup devenir sorceleurs, parce que dans la série, ils avaient l'air Oui. d'expliquer, voilà, c'est essentiellement des humains qui ont subi des mutations. mais je crois que Puis les nains, il n'y en a pas l'air d'en avoir aux 4 matins, quoi. Enfin... les elfes sont pas résistants et les nains, je pense qu'ils sont assez planqués. Les elfes, non, Oui. les elfes sont résistants à l'épreuve des herbes. Il me semble que c'est ça l'explication. Et les nains, ils veulent pas Oui. trop s'en mêler, il me semble. Mais alors, moi j'ai pas compris que c'était un nain dans le film. Pour moi, c'était juste un homme de petite taille. J'ai vraiment compris ça comme ça. il s'appelle Sven, Oui, non, mais- il a une hache, enfin, un moment... Oui, mais il s'appelle Non, Sven, c'est quand même un univers slave à la base. Donc Sven dans un univers slave, tu vois, c'est pas si déconnant. mais pas si incohérent. Sven, c'est scandinave et il avait une hache. Non, mais potentiellement, c'est pas incohérent. Alors je crois qu'il y a juste pour les elfes où ça peut être problématique. Mais après, oui, comme disait Lotari, de toute façon, globalement, comme les races autres que les humains sont pas méga acceptées dans l'univers, Ok. en général, ils se montrent pas trop, donc du coup, c'est pour ça que t'as surtout des humains. Et déjà aussi parce qu'en termes de quantité de population, les humains sont vachement plus présents. Les elfes, ils sont un peu fait ravager la gueule, donc ils sont plus beaucoup. Donc ils vont pas en plus risquer de perdre des gens aux épreuves des herbes, parce qu'il y a quand même un taux de réussite de l'épreuve des herbes qui est pas très élevé. Et C'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, mais. pareil pour les nains ou les autres races qu'il peut y avoir. Donc ils n'ont pas tant de raisons d'aller se... En fait, les sorceleurs étant là pour aider en général les villages humains à combattre les monstres, et que les autres races étant pas tellement appréciées par les humains, Ok. ils n'ont pas forcément envie de les aider. Donc ils n'ont pas de raison d'aller se buter dans une épreuve des herbes pour aller aider des humains. D'ailleurs, ça me fait penser, vous parliez des épreuves des herbes et autres. Il est vrai que dans la série, qu'avec Henry Cavill, ils évoquent que c'est dur, c'est compliqué. Là, effectivement, ça permet aussi de voir un peu exactement ce qu'ils ont subi. Oui, effectivement, c'est vrai. Parce qu'ils ont l'air d'en parler comme un peu des traumatismes, mais là, on voit du coup exactement un peu plus. Ouais. Ça, pour le coup, c'est un point positif du film. Ouais. Non, pour le coup, non, mais en fait, pour moi, c'est très bien jusqu'à la fin. C'est pendant 1 heure, c'est bien. Non, mais Après, c'est bancal. même après à la fin, si tu te focalises exclusivement sur Vesemir, ou que tu regardes par rapport à son parcours, tout son combat dans la forteresse, etc., comment il bute, comment il est manipulé par des visions et qui bute l'amour de sa vie, tu vois, tu vois le traumatisme effectivement subi. Oui, non, mais ça, c'est... Mais c'est à partir des 30 dernières minutes qu'il commence à y avoir plein de choses bancales. Mais sinon, j'ai trouvé et c'est pour ça que je disais au début, j'ai trouvé le personnage de Vesemir très bien dans la série. Le personnage de Vesemir. Le film, du coup. Oui, si, dans la continuité, mais pour le coup, un élément positif de la continuité, ça va être les musiques. C'est-à-dire que, comme dans la série, elles sont assez stylées, sans être transcendantes. Il n'y en a pas une qui marque, qui reste en mémoire, mais elles sont dans cette continuité un petit peu slave médiévale, en fait, assez ressemblante à celle des jeux, fondamentalement. Il y a juste un truc que... Alors, j'ai regardé en VF, parce que je regarde tout en VF, merde. Je vais regarder aussi en VF. Voilà. Également. La chanson d'introduction chantée par le mioche, là,
c'est la chanson la plus à chier que j'ai jamais entendue dans un film. ça rime pas, ça rime un coup sur deux et ça rime qu'à moitié. Pourquoi ne faites pas ça, c'était gênant, c'était très gênant. Il y a eu mieux. C'est vrai qu'en plus, en l'occurrence, les VF de Jaskier ont quand même plutôt assez bien été réussis. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en comparaison, le contraste est d'autant plus saisissant. Oui, j'ai noté que. Après, Jaskier, c'est un vrai barde. Le gamin. Certes, je te l'accorde. Enfin, j'imagine que c'est pas lui qui a composé la chanson qui chantait, tu vois. Oui, non. Bref, c'est un point de détail. On va passer vite fait dessus, mais d'autant que c'est dans la continuité de la série, il y a beaucoup de wokisme. Bon, bah, c'est Netflix, tu vois. Ils l'ont bien bourré au chausse-pied. Bref. Voilà. Et sinon, j'ai une dernière anecdote rigolote à rajouter, c'est que Deglan, donc du coup le maître de Vesemir, est joué par le même acteur que Dijkstra. En VO. Dijkstra. Le maître espion de la série. C'est pas Dijkstra. Si, c'est ce que j'ai dit. Dijkstra. Dijkstra, oui. Moi j'ai entendu Nixtra. Non, mais avec un D. C'est bon, tu nous places des dés à la fin de Gérald, tu vas pas nous emmerder. Non, Dijkstra, oui. Oui, c'est le même acteur qui joue les deux, donc c'est rigolo. Voilà. Bon, après, forcément, en animation, tu en mets un peu plus les couilles, mais. Voilà. Bon. Dans Rex Machina, il y avait des doublages sympas quand même aussi. Savoir. Oui, bah. Vox Machina, pour le coup, les doublages elles sont plus. Comment dire, c'est plus une part de l'identité de la série de la part. Oui, non, mais ce que je veux dire en termes. Enfin, t'avais l'acteur de Mary, t'avais l'acteur du limier, ce genre de choses. Mais l'acteur de Dijkstra, c'est lui qui joue Dwalin dans Le Hobbit. Oui. Voilà. Et qui joue aussi le Lord Commandant stylé de la Maison des Dragons. De House of the Dragon, oui, absolument, oui. Alors, petite note, la VF de Declan, c'est aussi la VF du Chevalier Titus. De Fallout. De Fallout. Mais donc, sachant que on vient d'enregistrer la critique de Fallout juste avant celle-ci, voilà, pour que les gens se. Il y a une continuité, donc on passe de Fallout Deadpool à. Il y a des vrais liens. Et voilà. Mais nous sommes organisés et professionnels, toujours. Comme l'une des vidéos sortira un an après l'autre, c'est sûr qu'il y aura absolument. Je ne vois pas de. Tout est prévu et organisé pour que. Voilà. Nous avons un plan comme le MCU a un plan, tu vois. Ça va mal finir. Exactement. Non mais voilà, bon, bah, je pense que. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Non, pour moi c'est bon. Après sur un film d'1h30. Oui, bah les critiques sont toujours plus courtes sur les films, d'autant que là on a un avis globalement plutôt sans opposition quoi. Mais ouais. Non mais voilà, bon bah je pense que globalement on peut dire que c'est un film plutôt oubliable quoi. Ça rajoute un petit peu de gras autour de. Oui voilà. Ça enrobe un petit peu le personnage de Vesemir avec un passé. Ça pose le cadre du sac de Kermoren au sein de la série, tu vois. Ouais, mais à la limite, ça on pouvait s'en passer. Voilà. Non mais voilà. Du coup on verra si on est sur le même genre de continuité par rapport au film, du coup les sirènes des profondeurs ou je ne sais quoi, je ne sais comment le sirènes. Voilà, le chant des sirènes, voilà exactement. C'est Siren of the Deep en anglais, donc j'ai essayé de faire une traduction un peu à l'arrache. Voilà, donc à voir, on en fera également une critique une fois qu'on l'aura vu. Bon bah écoutez, sur ce, salutations, puis à plus. Ciao. Bonne journée.